Ok, Claudel, peut-être qu'on va arrêter avec ma séance de Oui. questions-réponses et prendre des questions qui ont été faites par des internautes lorsqu'on a annoncé cette émission. Et si la régie nous permet, on va écouter ces questions-là, je crois qu'elles sont trois ou quatre, D'accord. et répondre juste derrière l'élément. Moi, j'ai une préoccupation, c'est que j'ai beaucoup de projets, mais j'ai peur d'en parler. Je me dis peut-être si je les propose aux autres, de un, ils vont peut-être se moquer de moi, ou ils vont peut-être voler mes idées. Alors, d'après vous, qu'est-ce que je dois faire? Garder mes projets pour moi ou les partager? Bonjour docteur Claudel, je sais que vous n'aimez pas quand on vous appelle docteur, mais je vais vous appeler docteur parce que quand quelqu'un fréquente, il faut le respecter. Bon, ma question est la suivante. Pourquoi lorsque nous débutons un projet, nos premiers combattants, en fait, nos premiers ennemis, ce sont soit les membres de notre famille, soit nos amis? Des fois, par exemple, moi, je me dis que le projet que je suis en train de vouloir mettre sur pied, vu que mes proches ne sont pas avec moi, je me dis que c'est un mauvais projet et j'ai envie d'abandonner. Qu'est-ce que je dois faire dans ce genre de situation? Bonjour docteur Claudel Nobici. Je me nomme Bernadette Seke, étudiante en master de l'université de Douala, et j'aimerais savoir comment obtenir des subventions de l'État pour financer son projet. Bonjour Dr Claudel, alors je m'appelle Stéphanie et j'ai eu à monter un projet avec mon frère aîné, un projet d'ailleurs qui marche super bien, mais j'ai un souci, mon souci c'est en fait que je ne m'y prends pas plaisir, c'est un secteur qui ne m'amuse pas beaucoup et j'ai envie de quitter le projet, sauf que j'y apporte beaucoup et ça peut vraiment nuire à la relation que j'ai avec mon frère si jamais je décide de lâcher prise. Du coup, je viens vers vous pour avoir quelques conseils par rapport à ce sujet. Alors, docteur Claudel Novici, les quatre questions étaient pour vous. Est-ce que c'est selon le choix, c'est l'ordre qui vous irait le mieux? D'accord, j'ai essayé de noter certaines questions et il y a certaines qui revenaient sous d'autres formes plusieurs fois. Ok. Alors, la première était celle de savoir, est-ce qu'il faudrait parler de son idée à tout le monde? Parce qu'à un moment donné, on peut voler mes idées. piquer vos idées. Alors, moi, je réponds toujours de manière ironique à cette question en ce sens que vous ne pouvez pas avoir une idée qui n'existe pas. Et si quelqu'un doute de cela, étant donné qu'il est connecté en ligne, il peut juste ouvrir un nouvel onglet sur son téléphone. Il va sur Google, il tape son idée. Il va voir qu'il y a des gens qui veulent aller implémenter ça sur Mars. Parce qu'ils estiment que sur la Terre, il n'y a plus assez de clients. Il n'y a aucune idée que vous pouvez avoir qui n'existe pas déjà. Ça, c'est la première chose qu'il faut savoir. Dans le débat de l'idée qu'on va voler, moi, je trouve que c'est un débat de la médiocrité intellectuelle. Ce que j'appelle l'inconsistance de l'obésité intellectuelle. Maintenant, ce qu'il faut plutôt faire, c'est le fait qu'on peut avoir la même idée, mais on ne l'exécute pas de la même façon. Tout à fait. Et là, toujours, c'est permet la de se stratégie. démarquer. C'est-à-dire qu'on peut décider de dire, OK, moi, je veux faire un business où je vends ce type de tasse MTN. Alors, l'idée en elle-même, ça n'a rien de révolutionnaire, puisque les gens C'est vendent vendre des la tasses depuis des centaines d'années. Donc, ce n'est pas ça le problème. Donc, si on vole ton idée et quelqu'un commence à vendre les tasses, ne dis pas non, je voulais vendre les tasses MTN, maintenant il a volé mon idée, il vend aussi les tasses. Mais c'est que c'est toi le problème en fait. C'est que c'est toi qui es inconsistant et tu ne comprends rien. Ce que tu dois comprendre plutôt, c'est le fait que c'est la manière de vendre les tasses, ce qu'on appelle l'exécution. C'est ça qui est plus stratégique. Parce qu'il y a certaines personnes qui vont se dire, pour vendre la tasse, il faut forcément fabriquer la tasse avant de vendre. Il y a d'autres qui vont se dire, pour vendre la tasse, il faut ouvrir une boutique et acheter un conteneur de tasses et commencer à vendre. Et il y a certains qui vont se dire, pour vendre la tasse, je n'ai pas besoin de tasses. Pour vendre la tasse, je peux juste aller rencontrer quelqu'un qui vend les tasses, quelqu'un qui a besoin des tasses. Et je demande à celui qui vend les tasses, tu vends la tasse à combien? Il me dit 2000. Je rencontre celui qui a besoin des tasses, je lui dis que j'ai des tasses de qualité. Je peux te livrer 1000 tasses par semaine à 2700. Je les mets en relation. Je n'ai même pas besoin de les rencontrer physiquement hein, parce que je peux le faire de mon téléphone. Et quand je les mets en relation, j'ai 700 par tasse. C'est ça qu'on appelle le négoce. Et ça, c'est la stratégie. Donc, ça veut dire que c'est votre stratégie que vous devez protéger. C'est la manière par laquelle vous exécutez le projet. C'est ça où vous devez avoir des éléments clés sur lesquels vous ne communiquez pas cela à tout le monde. Mais sinon, l'idée en elle-même, ça n'a rien de révolutionnaire. Ça n'a rien de révolutionnaire. Et on pourrait la voler. Et si c'est vraiment révolutionnaire, ça veut dire que c'est extraordinaire. Et dans ce cas de figure, parce que par exemple, si vous réussissez à trouver un moyen pour cultiver le maïs sans semences, ça c'est révolutionnaire. Et là, je vais vous recommander d'aller à l'OAPI demain matin. Non, demain c'est dimanche, lundi matin. Et vous dites vraiment, j'ai trouvé un moyen pour cultiver le maïs sans semences. Donc tu restes là, tu dis seulement, maïs pousse, et puis ça commence à pousser. Si tu as ça, c'est que tout le monde entier va vouloir acheter ça. Il faut que tu protèges ça urgemment.
Mais si ce n'est pas ça, si c'est vendre de l'eau, si c'est créer, fabriquer le chocolat, vraiment, les gens sont là tout avancer. Alors, pour avoir les subventions de l'État, alors je ne suis pas mieux placé pour dire comment on fait pour avoir les subventions de l'État. Certainement, en fonction du secteur d'activité dans lequel vous êtes, vous devez vous rapprocher du ministère en question qui va vous expliquer exactement dans ce secteur d'activité comment est-ce que les subventions se font, comment est-ce qu'il faut rédiger le document ou alors le confectionner. Moi, je n'ai pas eu déjà à bénéficier de subventions, donc je ne peux pas parler de ça avec qualité, mais je sais que la logique voudrait que vous puissiez vous rapprocher du ministère en question qui va vous dire exactement comment est-ce que ça fonctionne. Alors, l'autre question, c'est le plaisir en ce qui concerne le secteur d'activité. Parce qu'il y a une qui disait vraiment, je suis dans un secteur d'activité, ça ne me passionne pas. Je ne m'éclate pas. Je ne m'éclate pas. Moi, j'ai envie de dire, est-ce qu'on se lance dans le business pour s'éclater? On se lance dans le business pour gagner de l'argent en résolvant des problèmes, en y apportant des solutions. Et c'est cet argent qui va faire que tu t'éclates après. Moi, je ne comprends pas comment tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de financement et tu veux t'éclater. Est-ce qu'on s'éclate sans l'argent? Les pauvres n'ont pas le droit de s'éclater. Donc, ce que je veux dire, ou c'est qu'ils doivent s'éclater en travaillant. Tu vois, ils doivent s'éclater en cherchant de l'argent pour que cet argent leur permette de s'éclater après. Parce que tu ne peux pas t'éclater en étant pauvre. Donc, ce que je vais lui recommander de faire, c'est qu'on ne se lance pas dans un secteur d'activité en fonction du fait qu'on veut s'éclater. On se lance dans un secteur d'activité en fonction de sa rentabilité, en fonction du retour sur investissement qu'on va avoir. Et si tu réussis à lancer un projet et tu as ce retour sur investissement et tu réussis à épargner ton argent, oui, là, tu peux décider de dire, voilà, le week-end prochain, je m'en vais à Kribi, je vais faire une semaine, j'éteins mon téléphone et tu t'éclates. Mais vraiment, être au début sans argent et vouloir s'éclater, moi, je trouve que c'est luxueux, c'est un luxe. C'est un luxe qu'on ne peut pas se permettre quand on n'a pas d'argent. Ça viendra certainement forcément, oui. Et puis, naturellement, ça va, l'épanouissement viendra tout seul. Surtout que, ce qui est même encore magnifique, c'est que tu peux réussir à identifier une activité qui te passionne et qui te rapporte de l'argent. Oui, là, c'est magnifique parce que là, tu t'éclates en travaillant. Exact. Tu ne ressens plus le besoin de travailler. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le mot travail a des étymologies profondes en ce qui concerne la douleur. Parce que le mot travail provient du mot tripalium. Le tripalium, c'est un instrument qu'on utilisait pour torturer les esclaves. C'est pour ça qu'en réalité, chaque fois qu'on travaille, il y a toujours une notion de douleur. Parce que plus de 90% des personnes qui travaillent sont mécontentes du travail qu'elles font au quotidien. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'endroit où les femmes accouchent s'appelle la salle de travail. Parce qu'on sait que la femme aura beaucoup de douleur là-bas. Donc arrêtez de dire que vous travaillez. Arrêtez de dire que vous avez de la douleur par rapport à ce que vous faites. Faites quelque chose qui vous passionne et qui vous rapporte de l'argent. Là, vous allez vous divertir en travaillant. Alors, merci Claudel. Je crois que l'échange est vraiment enrichissant et j'espère que vous qui êtes connectés, vous profitez de ce moment s'il y avait le docteur Claudel Nubissi, même si des fois les mots sont très choquants et très forts. Comme toujours.